Mon intervention s'intitule « Le plus grand désastre militaire de l'histoire occidentale, la réception de l'expédition de Sicile au XXe siècle ». La réception de l'expédition de Sicile au XXe siècle se distingue, chez les historiens, par une étonnante pluralité de lectures. Les historiens contemporains lui prêtent effectivement un rôle historique très différent qu'elle peut jouer dans des contextes tout aussi différents. Ainsi, pour eux, l'expédition de Sicile peut être considérée comme un événement majeur de la guerre du Péloponnèse, mais aussi de l'histoire athénienne de l'époque classique, tout comme d'un tournant décisif à l'échelle de l'histoire occidentale, ou alors, tout au contraire, bien celui d'un conflit autonome, ou même d'une simple péripétie militaire sans grande conséquence. Cette pluralité de lecture s'explique par la conjonction de deux facteurs majeurs. Le premier facteur tient au regard critique porté par les historiens contemporains sur l'œuvre de Thucydide. La recherche érudite du XIXe siècle prend effectivement ses distances avec la lecture classique qui faisait de la guerre du Péloponnèse une historia magistra vitae dans laquelle on pouvait puiser des modèles ou des contre-modèles pour penser et guider l'action politique du XVIIIe siècle, par exemple. À la fin du XIXe siècle, les historiens portent sur l'expédition de Sicile une interprétation plus critique. Et effectivement, après Georges Groth, on interroge l'autorité, les partis pris de Thucydide. Dans les années 1930, par exemple, les historiens critiquent les informations de l'expédition de Sicile grâce aux sources épigraphiques et archéologiques. Dans les années 1960, portés par le vent de contestation qui soufflait à l'époque contre les autorités, des historiens comme Wallace, Vlachos ou Virginia Hunter conçoivent le texte de Thucydide comme partial, mensonger, voire manipulateur. Après Ulrich, puis Francis Ford, les historiens interrogent encore la composition et la nature littéraire de la guerre du Péloponnèse. La question Thucydide questionne par exemple la place de l'expédition de Sicile dans les différentes strates de composition de la guerre du Péloponnèse. Par ailleurs, de nombreux historiens cherchent également à présenter l'expédition de Sicile comme un texte dramatique. Ça a été par exemple le cas d'Adam Parry, de Hans-Peter Stahl et de Pierre Ponchon encore aujourd'hui. Après le linguistic turn, on étudie enfin les logiques de l'écriture de Thucydide. Jacqueline de Romilly, Hans-Peter Stahl, Hunter Rowling, mais aussi Walter Connor ou Jonas Gretlein, s'intéressent ainsi au style, au jeu d'écho et au pattern littéraire de l'œuvre. Le deuxième facteur qui explique la très grande pluralité de lecture de l'expédition de Sicile repose sur la nature de l'œuvre de Thucydide. Effectivement, Thucydide invite son lecteur à multiplier les contextualisations historiques pour comprendre l'expédition de Sicile. Comme un bon stratège, le lecteur doit maîtriser l'Eikheitsein. Il doit comprendre un fait historique en le comparant aux événements du passé. Il doit pour cela articuler le particulier, to katekaston, au général, to katolou, afin de comprendre l'histoire de l'expédition de Sicile. Pour ce faire, Thucydide propose plusieurs contextes afin de comprendre les enjeux de l'expédition de Sicile. Un contexte immédiat, celui de la guerre du Péloponnèse, un contexte grec classique, voire même archaïque, ainsi qu'un contexte plus général, celui de la geste humaine, avec des patterns reproductifs dans un temps logique. Thucydide choisit également d'offrir à son lecteur une œuvre, à mon sens, aporétique et ouverte. Comme les autres œuvres de l'époque classique, la guerre du Péloponnèse est destinée à un public cultivé qui aime éprouver son esprit critique et débattre les uns avec les autres. Comme les dialogues platoniciens aporétiques. La guerre du Péloponnèse multiplie encore les contradictions et les passages énigmatiques pour défier l'esprit critique de son lecteur. Effectivement, contre le savoir grossier qui se rassure dans l'univocité et la fixité d'opinions les plus souples, eh bien Platon, comme Thucydide, exige de leur lecteur un réexamen constant de leur texte pour qu'ils puissent peser eh bien, les différentes potentialités d'interprétation de leur œuvre. C'est bien la conjonction de ces deux facteurs majeurs, le nouveau regard critique
portée par les historiens contemporains sur l'œuvre de Thucydide, ainsi que la nature ouverte et aporétique de l'œuvre de Thucydide, qui va contribuer à multiplier les interprétations de l'expédition de Sicile. Je propose d'en étudier 4 grands types, afin de dresser comme ça un tableau plus général de la réception de Sicile, de l'expédition de Sicile au XXe siècle. Dans un premier temps, on peut concevoir l'expédition de Sicile comme un conflit autonome. Effectivement, la question Thucydide interroge la place de l'expédition de Sicile au sein même de l'œuvre de Thucydide et incite, dans cette perspective, à voir dans l'aventure intérieure, l'aventure athénienne, un événement à part dans la guerre du Péloponnèse. Effectivement, pour les historiens séparatistes, l'expédition de Sicile est un récit autonome. Rédigé à part et assez tôt, sans doute entre 413 et 404 avant Jésus-Christ, l'expédition de Sicile est intégrée tardivement dans l'ensemble de l'œuvre, notamment quand Thucydide prend conscience de l'unité des différentes phases de la guerre du Péloponnèse. Les arguments des historiens séparatistes sont nombreux. Ils s'intéressent tout d'abord au fait que l'expédition de Sicile est qualifiée de polémos, en 644-1 par exemple, à l'image des autres conflits du Péloponnèse dans l'œuvre de Thucydide. L'expédition de Sicile occupe également pour eux une part considérable de la guerre du Péloponnèse, puisqu'elle constitue, sur les 8 livres de l'œuvre de Thucydide, 2 livres en entier. Thucydide considère également l'expédition de Sicile comme une guerre aussi importante que la guerre du Péloponnèse, et il le rappelle notamment en 6.1.1 ou en 7.18.2. Certains historiens dits unitaristes considèrent eux aussi que Thucydide structure la guerre du Péloponnèse pour opposer l'expédition de Sicile au début de la guerre d'Archidamos. C'est par exemple le cas dans Spetterstahl de Virginia Hunter ou Dario Conici. Pour Hunter Rawlings, eh bien, la guerre du Péloponnèse est ainsi structurée par la confrontation de 2 guerres de 10 ans, celle d'Archidamos et celle de Décélie, à laquelle appartient l'expédition de Sicile. Et ces 2 guerres sont pour lui séparées par la fausse paix de Nicias. Pour Rawlings, les 2 conflits auraient ainsi été écrits l'un en fonction de l'autre, afin de mettre en parallèle les 2 archéologies, les 2 causes les plus vraies du conflit, les débats athéniens sur l'aide à apporter à leurs alliés, dans un cas Corcyre, dans l'autre Égeste, pour mettre aussi en parallèle les troubles de l'affaire de Potidée et ceux provoqués par la mutilation de l'affaire des Hermès, pour mettre également en parallèle les conférences de Sparte et de Syracuse, les accusations contre Périclès, puis celles contre Alcibiade, ou alors même encore, enfin, l'affirmation de la puissance des Athéniens lors de la Ponte Conteaci, et de sa fragilisation en Sicile. La représentation de l'expédition de Sicile comme un conflit autonome est cependant contredite par les historiens qui préfèrent voir en elle un tournant dans une histoire plus vaste. Leurs arguments sont de 2 types. Ils s'appuient tout d'abord sur le texte de Thucydide. Et effectivement, le récit de l'expédition est introduit non pas par un prologue, mais par la formule habituelle précédant les autres épisodes de la guerre du Péloponnèse, en l'occurrence, au cours de cet hiver. Thucydide considère également l'expédition de Sicile comme l'événement le plus considérable de la guerre de Péloponnèse, comme il le rappelle en 787. Les historiens qui nient l'autonomie de l'expédition de Sicile s'appuient également sur les structures de la guerre du Péloponnèse. Et pour eux, ils rappellent que le discours d'Alcibiade à Sparte, en 689-92, joue le rôle de pivot dans l'œuvre et associe ainsi l'expédition de Sicile au reste de la guerre. Après le désastre de l'expédition de Sicile, décrit à la fin du livre 7, Athènes paraît également sur le point de s'effondrer au tout début du livre 8, avec la reprise de la guerre contre Sparte, la fortification de Décélie, la défection des alliés et la coalition soutenue par les Perses. Ce sont autant de raisons qui expliquent que l'expédition de Sicile peut être conçue comme un tournant majeur, non pas seulement de la guerre du Péloponnèse, mais également de tout le 5e siècle avant Jésus-Christ. Conçue dans cette perspective, l'expédition de Sicile est d'abord vue dans sa dimension exceptionnelle. C'est effectivement la campagne la plus longue, la
guerre la plus chère, la plus spectaculaire et même la plus audacieuse. L'ergone sicilien est, dans l'œuvre de Thucydide, considéré comme le paroxysme même de la lutte entre Sparte et Athènes, comme le rappelle Adam Paris et Peter Green, notamment parce qu'il place le pathos à son comble. Effectivement, l'expédition de Sicile peut jouer le rôle de tournant de la guerre du Péloponnèse. On pourra rappeler, par exemple, que pour Victor David Hanson, les modes de combat changent durant l'expédition de Sicile. Les affrontements entre hoplites menés par de grands hommes laissent ainsi la place à des conflits entre deux puissantes armées menées par des spécialistes, en l'occurrence Lamachos, et soutenues par une nouvelle arme, la cavalerie. On pourra même rappeler que John Davis choisit d'achever la guerre du Péloponnèse en 413 avant Jésus-Christ, car pour lui, les conflits suivants, ceux de la fin de la guerre du Péloponnèse et ceux des années 390, ne sont pas aussi graves que l'échec athénien. D'autres historiens préfèrent considérer l'expédition de Sicile comme un tournant dans l'histoire athénienne. L'expédition de Sicile est alors vue comme le paroxysme de l'impérialisme athénien avant sa chute. C'est par exemple le cas de l'interprétation de Stephen Ford. Pour d'autres, l'expédition de Sicile marque le début de la fin de l'impérialisme athénien. C'est notamment le cas de Rawlings, de Mark Cogan, de Jean Hatzfeld, de Peter Green ou de Haruo Konishi. Pour d'autres, l'expédition de Sicile est à l'origine même de la chute d'Athènes. On trouve cette idée dans la démonstration de Valdemar Deona, Pierre Lévesque, John Finlay, Pierre Ponchot. Et on pourrait même rappeler que pour Tim Rode, l'expédition de Sicile encapsule l'idée de la défaite athénienne. Cependant, trois arguments majeurs contredisent cette représentation de l'expédition de Sicile. On pourrait tout d'abord rappeler que l'expédition de Sicile ne met pas fin à la guerre du Péloponnèse. Au contraire, la guerre reprend sans véritable offensive spartiate. Les Athéniens rejettent des offres de paix en 410 et en 406 avant Jésus-Christ, et d'après Thucydide, ils auraient même pu gagner la guerre après l'expédition de Sicile. On pourra noter également que dans l'œuvre de Thucydide, l'expédition de Sicile n'est pas le plus grand événement de la guerre du Péloponnèse. Les effectifs militaires athéniens envoyés en Sicile sont par exemple moins importants que lors de la bataille de Mantinée, lors de la bataille navale entre Corinthe et Corcyre, ou même que lors des expéditions menées par Périclès à Épidore et par Agnon à Potidée. Ce n'est pas non plus l'événement le plus inattendu de la guerre de Péloponnèse, puisque ce rôle est réservé par Thucydide à la défaite spartiate de Sphactérie. On pourra même enfin rappeler que la peste abat bien davantage Athènes que l'expédition de Sicile. Troisième argument, qui contredit cette représentation de l'expédition de Sicile comme un tournant du 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on pourra noter avec Pierre Vidal-Naquet, par exemple, ou Pierre Lévesque, que l'expédition de Sicile participe à un processus de longue durée qui tend à diluer son importance historique. Comme les massacres des Mytiléniens ou des Méliens, l'expédition de Sicile est ainsi une simple étape d'une dynamique plus globale de l'agressivité de l'impérialisme athénien. Ce sont autant de raisons qui poussent à voir l'expédition de Sicile dans un contexte plus large et à en faire une acmé de l'histoire grecque. Effectivement, la gravité paroxystique de l'expédition de Sicile invite à l'inscrire dans le contexte plus général de l'histoire grecque ancienne. Thucydide rappelle en effet, et je le cite, en 787, que l'événement le plus considérable de notre guerre, et même à mon avis des événements grecs dont on a gardé le souvenir, exploit sans égal pour les vainqueurs, chef-d'œuvre d'infortune pour les vaincus, c'était, comme on dit, le désespoir à son comble. À la suite de Thucydide, de nombreux historiens considèrent l'expédition comme un pic civilisationnel. Mise en parallèle avec l'archéologie de Thucydide, l'expédition de Sicile est ainsi conçue comme le sommet de l'histoire du progrès civilisationnel. Tout au long de l'histoire ancienne, et c'est ce que remarque Stephen Ford ou Pascal Payen, les Grecs se concentrent autour de pôles antagonistes de plus en plus puissants. L'expédition de Sicile joue alors le rôle de dernière étape d'une longue série de guerres de plus en plus importantes. Et parmi cette série de guerres, on compte
tout d'abord la guerre de Troie, puis le conflit entre Chalcis et Érythrée, puis les guerres médiques, et enfin la guerre du Péloponnèse. Conçu dans cette perspective, le massacre de la Cynaros, comme celui de Mycalessos, qui est rappelé pendant le récit de l'expédition de Sicile, constitue le summum de la destruction. Point de rupture dans l'histoire de la civilisation, l'expédition de Sicile peut alors annoncer, pour Peter Green, le déclin d'Athènes, ou pour Valdemar Deona, Robert Cohen et Édouard Ville, le déclin de la Grèce dans sa globalité. On pourrait même rajouter que l'expédition de Sicile est parfois conçue comme un pivotal event, comme le rappelle Édouard Crézy, dans toute l'histoire occidentale. Et à ce titre, elle alimente les hypothèses de la what if history. On pourrait par exemple citer, comme exemple, les démonstrations de George Grundy, Peter Fliss, Peter Green ou Jacqueline de Romilly, qui pour eux, eh bien, si Athènes avait gagné en Sicile, l'empire athénien aurait pu s'étendre à l'ensemble de la Méditerranée et aurait changé l'histoire occidentale, comme le suggère d'ailleurs le discours d'Alcibiade chez les Lacédémoniens en 690. On pourra par exemple aussi rappeler la démonstration d'Ettore et Chicotti en 1920, qui montre que si les Athéniens avaient gagné en Sicile, ils auraient pu créer à l'ouest ce qu'Alexandre le Grand avait bâti à l'est. Et enfin, dans la même perspective de la what if history, on pourra noter avec Albert Thibautet que les Athéniens auraient même réussi à conquérir le monde oriental pour helléniser l'Égypte et l'Asie. Deux arguments contredisent cependant cette interprétation. L'échec athénien en Sicile n'est pas aussi grave que l'échec de l'expédition athénienne menée en Égypte au milieu du Ve siècle, comme le rappelle à juste titre Angelos Vlachos. On pourrait même noter que l'argument de Thucydide prouvant l'importance de l'expédition de Sicile et de la guerre du Péloponnèse fonctionne mal. Thucydide nie effectivement la grandeur de la guerre de Troie et des guerres médiques, alors même qu'il les utilise pour démontrer la grandeur de sa propre guerre. Pour faire plus simple, la guerre du Péloponnèse dépasserait ainsi en importance des faits, eux aussi, peu importants, ce qui est loin de l'agrandir, comme le notait déjà, en son temps, Denis d'Halicarnasse. Dernière catégorie pour considérer l'expédition de Sicile, eh bien, certains historiens aujourd'hui en font une expédition paradigmatique pour lire les catastrophes militaires de l'histoire humaine. Présentée comme un événement extrême, l'expédition de Sicile est effectivement recyclée pour se prêter comme patron à toutes les expéditions un peu lointaines, audacieuses qui ont échoué. La représentation de l'expédition de Sicile comme un événement paradigmatique s'appuie en réalité sur la présentation même du projet de Thucydide en 1.22.4. Et je rappelle, Thucydide, si l'on veut voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, à l'avenir, en vertu du caractère humain qui est le leur, présenteront des similitudes ou des analogies, qu'alors on les juge utiles et cela suffira. Ils constituent un trésor pour toujours. Fidèle au projet de Thucydide, les livres 6 et 7 de l'expédition de Sicile cherchent à dégager la portée universelle des événements et donnent à penser l'essence des conquêtes et des désastres militaires. Il faut pour cela être convaincu du caractère immuable de la nature humaine, de l'existence de lois universelles et de la constance des contextes généraux. L'expédition de Sicile sert, dans cette perspective, de pattern pour lire l'histoire militaire occidentale. L'aventure athénienne devient ainsi le patron des audacieuses expéditions militaires embarquées vers de lointaines destinations. Pour Jacqueline de Romilly, par exemple, elle annoncerait l'invincible armada espagnole de 1588, dirigée contre l'Angleterre par Philippe II. On pourra noter également que, dans le monde anglo-saxon, l'expédition de Sicile est régulièrement rapprochée de la guerre d'indépendance américaine, de la guerre des Boers, de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe en 1991 et de la guerre d'Irak en 2003. Dernière remarque à ce sujet, on pourra dire également, avec ces historiens qui la considèrent comme un événement paradigmatique,
que l'expédition de Sicile permet de comprendre l'hubris des conquérants qui échouent face à la némésis de coalitions ennemies. Tel est le cas, par exemple, pour les expéditions d'Alexandre le Grand, de Napoléon en Russie, de l'opération Barbarossa des nazis en URSS, mais aussi, plus rarement, de l'expédition des Alliés dans les Dardanelles en 1915 et 1916. Au terme de notre intervention, deux caractéristiques majeures sont à retenir pour la réception de l'expédition de Sicile chez les historiens au XXe siècle. L'expédition de Sicile joue tout d'abord un rôle historique très différent selon les historiens. Elle peut être un conflit autonome, un tournant inévitable de l'impérialisme athénien ou même de la cité athénienne. Elle peut aussi être considérée comme une acmé de l'histoire ancienne, voire même comme un événement paradigmatique recyclable d'un siècle à l'autre. Deuxième point à retenir, la pluralité des lectures de l'expédition de Sicile est favorisée par deux facteurs. Le premier facteur répond aux nouvelles exigences plus critiques de la recherche en histoire. Le second relève, selon moi, de la nature même de l'œuvre de Thucydide, une œuvre ouverte, voire aporétique, qui confronte ses lecteurs à des contradictions pour défier leur esprit critique et leur permettre de participer, mieux armés, au débat de leur temps sur l'écriture de l'histoire. Et effectivement, on pourrait dire que lire l'expédition de Sicile pour un Athénien au Ve siècle, c'est enrichir ses arguments pour entrer dans le débat sur l'écriture de l'histoire et répondre à chaque prise de position. Conçue comme un grand événement autonome, l'expédition de Sicile donne effectivement des arguments aux contemporains de Thucydide qui sont convaincus de la pluralité des conflits à la fin du Ve siècle. On pourra par exemple rappeler qu'Aristophane et Hélanikos distinguent deux guerres, celle d'Archidamos et celle de Décélie. On pourra aussi rappeler qu'Andocide évoque trois guerres, une guerre contre Sparte, au sujet de Mégare, une guerre contre Syracuse, puis une guerre contre Sparte, à l'instigation d'Argos. Et avec Philippe Lafargue, on pourra notamment, récemment, rappeler que pour les Athéniens, 425 avant Jésus-Christ représente sans doute la fin de la guerre du Péloponnèse. Considérée comme une étape historique majeure, l'expédition sert également les démonstrations qui mettent au jour les logiques d'épanouissement et de déclin des grandes puissances. Elle est à ce titre à rapprocher de l'œuvre d'Hérodote qui met en parallèle les histoires de Sparte, d'Athènes et des Perses. Et dans la même perspective, on pourra noter que Platon, dans le Ménexène, utilise l'expédition de Sicile comme une étape de la décadence de la cité athénienne impérialiste qui s'oppose peu à peu à l'ensemble des Grecs. Représentée comme un épisode qui affecte peu la résistance athénienne, l'expédition de Sicile se prête également à une lecture héroïque des oraisons funèbres athéniennes qui, d'une guerre à l'autre, font répéter à l'identique l'arrêté éternel de la cité athénienne. Enfin, imaginée comme un événement paradigmatique, l'expédition de Sicile se prête à l'utilisation moralisatrice de l'histoire au début du IVe siècle. On pourra notamment rappeler que les orateurs, à l'image d'Andocine, d'Isocrate et d'Échine, invitent à tirer de prudentes leçons de l'aventure athénienne.